Parole au patron ce soir, le JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, vient de publier 100 propositions pour l'émergence du Cameroun. Et on vous l'annonçait il y a quelques instants en titre. Pour évoquer cette publication, nous recevons à présent le président du JICAM, André Fotso. Bonsoir. Bonsoir Adèle. Et bienvenue dans ce studio. Ce n'est pas souvent, monsieur le président, que les patrons parlent. On dit certainement au JICAM que l'argent n'aime guère le bruit. Alors, qu'est-ce qui motive cette publication et en ce moment-ci? Je voudrais que vous me permettiez d'abord de rappeler très brièvement que quand nous arrivons à la tête du JICAM en décembre 2011, il y a 3 ans. À 3 ans, bientôt 3 ans, nous décidons de placer notre mandature sous le signe de la mobilisation de tous les acteurs autour de l'accélération de la croissance. Il s'agit pour nous, dans le cadre de notre concertation avec les pouvoirs publics, de tout mettre en œuvre pour gagner au moins 1 point de croissance chaque année, de façon à atteindre une croissance à 2 chiffres en 2020 et nous situer donc résolument sur le chemin de l'émergence. Défi très loin d'être atteint avec nos 4,5 ou 6% de taux de croissance en 2013. Nous avons fait effectivement le même constat que vous. C'est pour cela que, de la manière et parallèlement, nous avions engagé un rapprochement avec le milieu universitaire et le milieu de la recherche. C'était également l'un des axes majeurs de notre mandature. Et donc, nous avons pensé que dans le cadre de ce rapprochement, il était important que nous demandions à ces penseurs de l'économie, dans le cadre donc, de ce regroupement que nous avons baptisé le Cercle de réflexion économique du JICAM, le CREG, nous avons demandé donc à ces éminents économistes, aux côtés des praticiens de l'économie, de réfléchir et de travailler sur le chemin qu'il fallait réellement parcourir pour arriver à l'émergence. Cela est un travail de plus d'une année. Il est sorti de ce travail intense, un travail méthodique, un travail scientifique, un travail approfondi, secteur par secteur. Aucun secteur n'a été laissé de côté. Tout a été passé au peigne fin. 146 propositions. Alors, elles sont plus de 100. 146 propositions. Alors, elles sont plus de 100. Elles sont 146 propositions. Il y en avait 146. Nous avons un comité scientifique qui a donc travaillé dessus sous ma présidence et nous en avons retenu 100. 100 parce que pour nous c'est un chiffre parfait, 100 parce que il faudrait porter le Cameroun à l'ébullition de manière à ce que toutes les mesures prises puissent à un moment donné permettre au Cameroun de décoller. Alors, sans entrer forcément dans le détail de ces 100 propositions, que disent-elles, Monsieur le Président, et à qui s'adressent ces 100 propositions pour amener le Cameroun à l'émergence? Alors, comme je vous l'ai dit en liminaire, il s'agit pour nous de mobiliser tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, il s'agit bien entendu de ceux de la sphère publique, ceux du secteur privé et de la société civile. Les 100 propositions s'adressent à tous les acteurs. Et il s'agit donc tout naturellement de s'intéresser à tous les secteurs de notre économie et secteur par secteur de prendre proposition par proposition et pour chaque acteur de s'en approprier et au quotidien de le traduire dans la réalité. Nous estimons que c'est cette mobilisation, c'est ce volontarisme qui pourra porter notre pays que nous aimons tant à l'émergence. Alors, est-ce qu'il y a une plateforme que vous concevrez qui va être celle de l'application ou de l'évaluation, du suivi de l'application donc de ces 100 propositions? Comment cela va-t-il être implémenté, comme on dit en anglais? Disons, le plus urgent pour nous, c'était d'abord de nous adresser ici à Yaoundé aux décideurs. Parce que nous estimons que ceux-là sont ceux qui, de notre point de vue, doivent en premier s'approprier de ce travail. Parce que nous ouvrons un débat. Nous ne disons pas qu'il y a une panacée, que c'est la recette assurée pour arriver à l'émergence. Nous disons que nous ouvrons un débat et qu'il faudrait que chacun s'approprie ce qui est proposé, qu'ensemble, nous voyons comment travailler
consciencieusement, solidairement pour faire avancer les choses, pour que les lignes bougent dans ce pays. Alors vous me demandez, est-ce qu'il y aura une évaluation? Oui. Vous savez, le secteur privé travaille toujours de manière évaluative. Nous posons, au bout d'une certaine période, nous asseyons et nous faisons le point, de manière à corriger ce qui n'a pas marché pour pouvoir aller de l'avant. Le CREC est l'un des acteurs de cette évaluation. Et dans le cadre de nos différentes plateformes de concertation, nous procéderons également aux évaluations. D'accord. Alors, si on devait retenir une seule au terme de notre entretien sur ce plateau, Monsieur le Président André Fotso, une seule proposition, laquelle vous semble la plus forte et la plus à même de porter le Cameroun vers 2035? Toutes ces 100 propositions sont des propositions extrêmement fortes. Mais à la vérité, faire émerger un pays aussi riche que le nôtre repose essentiellement sur 3 piliers. Nous le dirons et je le rappelle très rapidement. Un État efficace, une université efficace et une entreprise efficace. Nous travaillerons en ce qui nous concerne, secteur privé, pour que l'entreprise soit efficace. Il appartient aux autres acteurs d'en faire de même et je suis persuadé que les résultats seront au rendez-vous. C'est certainement cet alliage public-privé qu'il faudra observer et travailler en profondeur dans cette observation de vos propositions. Naturellement. Merci. Nous vous donnons donc rendez-vous certainement au Palais des Congrès demain. Ce sera à 15 h pour la cérémonie de dédicace qui s'annonce grandiose. On a vu les cartons d'invitation pour cet ouvrage-là. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes les bienvenus et nous attendons naturellement tous nos frères et sœurs de Yaoundé. À demain donc au Palais des Congrès et bon vent déjà à cet ouvrage. Je vous remercie. Nous parlons coopération à présent sur le journal Coopération Cameroun-Tunisie. Le temps des affaires est venu. Le ministre du Commerce tunisien conduit une mission économique de son pays au Cameroun depuis hier lundi. Et dès ce matin déjà, ici à Yaoundé, Madame le ministre tunisien était en train de mener des échanges avec des hommes d'affaires camerounais et tunisiens. Ils ont débuté ces entretiens avec les homologues au gouvernement également. La densification de ces échanges commerciaux entre les deux pays constitue la toile de fond de cette mission économique tunisienne au Cameroun. Et voilà qui vous interpelle d'ailleurs, Monsieur le Président. Tout à fait, tout à fait. Au Cameroun. Et voilà qui vous interpelle d'ailleurs, Monsieur le Président. Tout à fait, tout à fait. Et c'est Olivier Kingemoli qui va nous dire un mot de ce reportage. La mission économique tunisienne au Cameroun est la manifestation de la rencontre de l'expertise et du savoir-faire d'un pays d'une part et celle de la richesse d'un autre en ressources physiques et naturelles. Le président du Centre de promotion des exportations du Tunis sait en cela dire qu'il s'agit de créer des conditions pour co-investir et coproduire au bénéfice des deux pays. En tout cas, la loi relative aux incitations à l'investissement privé au Cameroun a été exhibée à la partie tunisienne, dont le message du développement du partenariat est porté par cette dame, première à occuper le stratégique portefeuille du commerce en Tunisie. Développer notre partenariat dans divers domaines, donc notamment dans le domaine de l'investissement et du commerce. Son Excellence, le ministre nous a présenté les politiques de grands chantiers de votre pays, les dispositifs politiques de grands chantiers de votre pays et des dispositifs qui favorisent justement l'investissement. Et nous avons aussi notre accord de libre-échange sur lequel nous travaillons en 2011 et pour lequel il y a eu une réunion donc, en 2012. Les échanges avec les membres du gouvernement Cameroun sauront donner un contenu concret à ces aspirations. 25 entreprises des secteurs divers ont fait le déplacement du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Bonsoir Adèle. Bonsoir Paul. Et d'abord les titres de cette édition du mardi 25 février 2014.
Évaluation, la coopération Russie-Cameroun passée au peigne fin ce mardi au Palais de l'Unité. Le chef de l'État, Paul Biya, a reçu en audience l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun. Grâce présidentielle, Titus Edzoa et Thierry Michel Atangana sont libres depuis hier, lundi. Dans le journal, la portée de la mesure présidentielle sur la population carcérale au Cameroun. Union sacrée, toute l'expertise camerounaise mobilisée contre le diabète. Le congrès sur cette maladie chronique s'ouvre ce soir à Yaoundé. Et puis, dans ce journal, nous aurons un invité, le président du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. André Foto vient présenter l'ouvrage 100 propositions du JICAM pour l'émergence du Cameroun. C'est un prélude à la dédicace prévue demain. En attendant, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au journal. Ouvrons par la convergence de vues entre Yaoundé et Moscou. Le président Paul Biya échangeait ce mardi au Palais de l'Unité avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun. Le chef de l'État et son hôte ont évalué la coopération déjà cinquantenaire entre le Cameroun et la Russie, une solide relation appelée à s'intensifier dans les domaines des projets structurants porteurs de croissance. Et les nouveaux secteurs de la coopération identifiés au cours de cette audience concernent l'eau et l'énergie. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Medjo. La relation entre le Cameroun et la Fédération de Russie est aujourd'hui vieille de 50 ans. 50 années d'un cheminement commun, occasion idoine pour évaluer le chemin parcouru. C'est tout le sens de l'audience accordée ce 25 février 2014 par le chef de l'État à son Excellence Nikolai Ratsiborinski, ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun. Son Excellence Nikolai Ratsiborinski, ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Votre Excellence, Monsieur le Président. Soyez le bienvenu. Quel honneur et plaisir de vous voir. C'est réciproque. Au moment de l'évaluation, justement, les deux parties se sont accordées sur un certain nombre de hauts faits, notamment sur le terrain politique. Cette rencontre m'a permis, au nom du gouvernement de Russie, de présenter les félicitations au président Paul Biya, pour parfaite festivité au contexte de réunification et de l'unité de la République du Cameroun et de ses peuples. C'est vraiment un grand événement. Nous avons aussi fait note qu'en coïncidence, mais cette date, le 20 février, et ces festivités, ont creusé avec un autre événement, c'est le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre Russie et la République du Cameroun. Nous sommes été d'accord avec le président Paul Biya sur l'actualité d'augmenter le niveau et intensité du dialogue politique. Alors, vous connaissez que MINREX de la République du Cameroun, M. Mukoko Mbonjo, a rendu visite l'année passée à Moscou. MINDEF, Mebengo, a aussi visité Moscou. Nous planifions nombre des autres échanges des deux côtés de très haut niveau. À l'heure où le cap est résolument mis sur l'émergence du Cameroun, la contribution de la Russie à ce vaste mouvement ne saurait être de trop. Et de ce côté, justement, l'on semble déjà avoir fait le choix. Nous avons mentionné nombre de projets de grande importance qui sont sous contrôle direct de la présidence et la participation des compagnies de Russie et investisseurs russes dans leur réalisation. Il s'agit des projets d'infrastructure, d'énergie et des autres. L'audience de ce mardi a par ailleurs donné l'occasion aux diplomates russes d'exprimer son désir au chef de l'État de voir notre pays accueillir au cours des prochaines années le championnat mondial des jeux d'échecs, une discipline qui regroupe de nombreux adhérents, aussi bien au Cameroun qu'en Russie. Le président de FIDE, la Fédération internationale des échecs, M. Ilumjinov a rendu visite à Yaoundé pour supporter le développement de ce sport intellectuel, le sport des cerveaux,
développement au Cameroun et avec la proposition que le championnat mondial en année 2017 pourrait avoir lieu à Yaoundé. C'est-à-dire que tous les fleurs de ces Jeux d'élite vont rassembler à Yaoundé dans quelque temps. Les échanges entre le président Biya et le diplomate russe ont duré une 60aine de minutes. On vous le disait en titre, Titus Edzoa et Thierry Michel Atangana sont libres. Ils ont été libérés hier lundi en fin de journée et ce sont là les tout premiers bénéficiaires des remises de peine décrétées la semaine dernière par le chef de l'État Paul Biya en marge de la célébration du cinquantenaire de la réunification. La mesure présidentielle est pour la toute première fois au Cameroun étendue aux auteurs de détournement de fonds publics. Ces remises et autres commutations de peine vont s'appliquer à un grand nombre de détenus dans les institutions carcérales. Et depuis ce mardi, les autorités procèdent aux vérifications préalables à la libération de toutes les personnes concernées par ce texte présidentiel. Voici le reportage à ce sujet de Elvis Mbimba. Domicile de Titus Edzoa. Très tôt, ce mardi matin, la sécurité est assurée. Pas moyen de rencontrer le propriétaire des lieux. La nuit a été longue et Titus Edzoa fait sa première grasse matinée 17 ans après. Son épouse n'est pas disposée à recevoir notre équipe. Thierry Atangana n'est pas disponible dans sa famille où on l'annonce bientôt en train de se recueillir devant la tombe de ses parents au cimetière de Mvolier. En face à l'église, on n'est pas au courant de la messe d'action de grâce annoncée pourtant par certains. L'homme d'affaires a passé sa première nuit à la résidence de France. Nous apprenons sur place qu'il ne se présentera pas à la presse pour des raisons de sécurité. Ici, un comité de soutien est actif pour saluer sa libération. Quelques heures après, ses avocats parlent à la presse pour annoncer l'imminence de son départ en France et se réjouir de cette libération. Nous pensons qu'il va bien et il est heureux. Il va voir sa famille en France. Vous savez qu'il a un fils de 17 ans qu'il n'a pas connu. Et je pense que nous devons respecter cette décision de consacrer ses premiers jours de liberté à sa famille. Les autres prisonniers ne sont pas délaissés. Après avoir libéré les bénéficiaires de la prison secondaire, le régisseur de Yaoundé s'occupe des nombreux cas de la prison principale. La libération de Mouchou Pousseïdou était envisagée pour ce mardi. Celle de Pierre Désiré Ngo n'était pas encore confirmée. Des dizaines d'autres anonymes seront libérés à la faveur de la grâce présidentielle. Et bonjour dans la liberté grâce à cette mesure présidentielle. Santé, parlons du diabète, ce tueur silencieux dont les victimes se multiplient d'année en année. Les spécialistes camerounais se mobilisent pour réduire l'ampleur de la maladie. Illustration de cette union sacrée contre le diabète, le congrès qui ouvre ses portes ce soir à Yaoundé, attendu à cette rencontre des sommités d'ici et d'ailleurs. Le diabète est une maladie chronique qui se manifeste entre autres par une prise de poids excessive et la présence d'un taux anormalement élevé du sucre dans le sang. Mais comment donc éviter ce mal qui cause tant de ravages? Explication, Lucie Colette, à Voulou. Les statistiques sont claires. En zone urbaine, les populations sont plus exposées au risque du diabète qu'en zone rurale. Les populations rurales qui marchent au moins 30 minutes par jour ont une prévalence du diabète qui est de l'ordre de 2%, alors que dans les populations urbaines, où l'on marche beaucoup moins, en moyenne moins de 15 minutes par jour, la prévalence du diabète est de l'ordre de 6,5%. Même si le diabète peut être héréditaire, cette maladie chronique est pourtant facile à prévenir si l'on observe une hygiène de vie saine et rigoureuse. Il s'agit d'une alimentation saine et équilibrée, c'est-à-dire une alimentation pauvre en graisse, une alimentation riche en légumes et une alimentation qui contient 50% de glucides. Il est capital lorsqu'on est âgé de plus de 40 ans ou lorsque l'on a eu un bébé de plus de 4 kilos ou lorsqu'on a un parent, un proche parent ayant le diabète, de faire une fois par an au moins la mesure du glucose, du sucre dans le sang, ça s'appelle la glycémie, qui coûte 500 francs. Atteint du diabète,
l'on peut vivre longtemps. Des patients bien suivis, des patients bien équilibrés, des patients qui respectent les mesures d'activité physique et d'alimentation et qui par ailleurs prennent régulièrement les traitements qui leur sont prescrits et ont une existence quasi normale avec le diabète. Tout cet appel aux élus locaux. Messieurs les maires, en faisant des trottoirs, en faisant des espaces où la population peut en toute sécurité pratiquer de l'activité physique, en ayant des marchés de proximité réservés aux fruits et légumes, vous faites beaucoup plus dans la prévention du diabète que tous les médecins réunis. La consommation des fruits et légumes s'avère donc comme l'une des armes efficaces pour prévenir le diabète. Nous vous amenons à présent au Salon international de l'artisanat du Cameroun. Là-bas, on expose les talents, bien sûr, mais on cogite aussi. On cogitait ce mardi sur le thème de cette 4e édition du CIARC, Paul. Oui, Adèle, la décentralisation, enjeux et défis. La réflexion était ouverte ce mardi dans les ateliers thématiques. Le temps pour la rédaction de questionner la condition de vie de l'artisan camerounais. Télésphore Mbabizo. Ils ont de l'or jusqu'au cou, mais les creuseurs d'or ne vivent pas. Ils survivent grâce à des grammes du métal précieux. Même si on travaille durement, on ne peut pas en manquer un point. Et c'est à base de la même si on demande peut-être 500 000 francs à un enfant à l'école. 5 000 et poussières peut aider cet enfant à l'école. De tels montants suffisent à peine à s'assurer le repas de tous les jours. Les enfants, quant à eux, vont à l'école à crédit avec l'espoir de le solder à la découverte de la prochaine pépite. Même pour tout l'or du monde, ils ont besoin de s'investir dans les champs pour s'assumer. Pour vivre, nous faisons un peu du champ et nous creusons. Je travaille manuellement. Faute d'équipement de détection, les mineurs amateurs découvrent les mini-gisements à l'interprétation du langage de la nature. En brousse, on peut connaître qu'il y a de l'or quand le secteur, les arbres, les herbes ont des couleurs tachetées. Nous leur donnons des formations. Nous leur donnons les formations appropriées. Nous leur donnons aussi des appuis. Tout à l'opposé, des artisans du bois sont des hommes d'affaires. Un lit vendu est un marché de 3 millions de francs. Les acheteurs les plus médusés, face à un fauteuil en bois massif de 150 kg, sont d'origine asiatique ou occidentale. Mes enfants vont à l'école. J'ai une maison que j'ai construite à base du fruit de l'artisanat. Et j'ai une femme avec 5 enfants. Cependant, les Camerounais achètent aussi. Avec une galerie qui est en bordure de la route au niveau de l'arcelor-péage de DA, les Camerounais consomment vraiment camerounais. Ces meubles sont la conséquence de l'exploitation de l'essence protégée appelée le padou. Mais son artisanat de récupération le sauve. Je ne détruis pas l'environnement. Je m'inspire juste après le passage des forestiers. Je récupère les souches qu'ils ont abandonnées. Les fauteuils et la salle à manger sont une recette de 5 millions de francs. Ces citoyens sont assis sur des sièges éjectables car les acheteurs chinois peuvent les récupérer à tout moment. Parole au patron ce soir, le JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, vient de publier 100 propositions pour l'émergence du Cameroun. Et on vous l'annonçait il y a quelques instants en titre. Pour évoquer cette publication, nous recevons à présent le président du JICAM, André Fotso. Bonsoir. Bonsoir Adèle. Et bienvenue dans ce studio. Ce n'est pas souvent, monsieur le président, que les patrons parlent. On dit certainement au JICAM que l'argent n'aime guère le bruit. Alors, qu'est-ce qui motive cette publication et en ce moment-ci? Je voudrais que vous me permettiez d'abord de rappeler très brièvement que quand nous arrivons à la tête du JICAM en décembre 2011... Il y a 3 ans. À 3 ans, bientôt 3 ans, nous décidons de placer notre mandature sous le signe de la mobilisation de tous les acteurs autour de l'accélération de la croissance. Il s'agit pour nous, dans le cadre de notre concertation avec les pouvoirs publics, de tout mettre en œuvre pour gagner au moins 1 point de croissance chaque année, de façon à atteindre une croissance à 2 chiffres en 2020 et nous situer donc résolument sur le chemin de l'émergence. Défi très loin d'être atteint avec nos 4,5 ou 6% de taux de croissance en 2013. Nous avons fait effectivement le même constat que vous. C'est pour cela que, de la même manière et parallèlement, nous avions engagé un rapprochement avec le milieu universitaire et le milieu de la recherche. C'était également l'un des axes majeurs de notre mandature.
Et donc nous avons pensé que dans le cadre de ce rapprochement, il était important que nous demandions à ces penseurs de l'économie, dans le cadre donc, de ce regroupement que nous avons baptisé le Cercle de réflexion économique du GICAM, le CREG, nous avons demandé donc à ces éminents économistes, aux côtés des praticiens de l'économie, de réfléchir et de travailler sur le chemin qu'il fallait réellement parcourir pour arriver à l'émergence. Cela était un travail de plus d'une année. Il est sorti de ce travail intense, un travail méthodique, un travail scientifique, un travail approfondi, secteur par secteur. Aucun secteur n'a été laissé de côté. Tout a été passé au peigne fin. 146 propositions. Alors, elles sont plus de 100. Elles sont 146 propositions. Il y en avait 146. Nous avons un comité scientifique qui a donc travaillé dessus sous ma présidence et nous en avons retenu 100. 100 parce que pour nous c'est un chiffre parfait, 100 parce que il faudrait porter le Cameroun à l'ébullition de manière à ce que toutes les mesures prises puissent à un moment donné permettre au Cameroun de décoller. Alors, sans entrer forcément dans le détail de ces 100 propositions, que disent-elles, Monsieur le Président, et à qui s'adressent ces 100 propositions pour amener le Cameroun à l'émergence? Alors, comme je vous l'ai dit en liminaire, il s'agit pour nous de mobiliser tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, il s'agit bien entendu de ceux de la sphère publique, ceux du secteur privé et de la société civile. Les 100 propositions s'adressent à tous les acteurs. Et il s'agit donc tout naturellement de s'intéresser à tous les secteurs de notre économie et secteur par secteur de prendre proposition par proposition et pour chaque acteur de s'en approprier et au quotidien de le traduire dans la réalité. Nous estimons que c'est cette mobilisation, c'est ce volontarisme qui pourra porter notre pays que nous aimons tant à l'émergence. Est-ce qu'il y a une plateforme que vous concevrez qui va être celle de l'application ou de l'évaluation, du suivi de l'application donc de ces 100 propositions? Comment cela va-t-il être implémenté, comme on dit en anglais? Disons, le plus urgent pour nous, c'était d'abord de nous adresser ici à Yaoundé aux décideurs. Parce que nous estimons que ceux-là sont ceux qui, de notre point de vue, doivent en premier s'approprier de ce travail. Parce que nous ouvrons un débat. Nous ne disons pas qu'il y a une panacée, que c'est la recette assurée pour arriver à l'émergence. Nous disons que nous ouvrons un débat et qu'il faudrait que chacun s'approprie ce qui est proposé, qu'ensemble, nous voyons comment travailler consciencieusement, solidairement pour faire avancer les choses, pour que les lignes bougent dans ce pays. Alors vous me demandez, est-ce qu'il y aura une évaluation? Oui. Vous savez, le secteur privé travaille toujours de manière évaluative. Nous posons des actes, au bout d'une certaine période, nous asseyons et nous faisons le point, de manière à corriger ce qui n'a pas marché pour pouvoir aller de l'avant. Le CREG est l'un des acteurs de cette évaluation. Et dans le cadre de nos différentes plateformes de concertation, nous procéderons également aux évaluations. D'accord. Alors, si on devait retenir une seule au terme de notre entretien sur ce plateau, Monsieur le Président André Fotso, une seule proposition, laquelle vous semble la plus forte et la plus à même de porter le Cameroun vers 2035? Toutes ces 100 propositions sont des propositions extrêmement fortes. Mais à la vérité, faire émerger un pays aussi riche que le nôtre repose essentiellement sur 3 piliers. Nous le dirons et je le rappelle très rapidement. Un État efficace, une université efficace et une entreprise efficace. Nous travaillerons en ce qui nous concerne, secteur privé, pour que l'entreprise soit efficace. Il appartient aux autres acteurs d'en faire de même et je suis persuadé que les résultats seront au rendez-vous. C'est certainement cet alliage public-privé qu'il faudra observer et travailler en profondeur dans cette observation de vos propositions. Naturellement. Merci. Nous vous donnons donc rendez-vous certainement au Palais des Congrès demain. Ce sera à 15 h pour la cérémonie de dédicace qui s'annonce grandiose. On a vu les cartons d'invitation pour cet ouvrage-là.
Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes les bienvenus et nous attendons naturellement tous nos frères et sœurs de Yaoundé. À demain donc au Palais des Congrès et bon vent déjà à cet ouvrage. Je vous remercie. Nous parlons coopération à présent sur le journal Coopération Cameroun-Tunisie. Le temps des affaires est venu. Le ministre du Commerce tunisien conduit une mission économique de son pays au Cameroun depuis hier lundi. Et dès ce matin déjà, ici à Yaoundé, Madame le ministre tunisien était en train de mener des échanges avec des hommes d'affaires camerounais et tunisiens. Ils ont débuté ces entretiens avec les homologues au gouvernement également. La densification de ces échanges commerciaux entre les deux pays constitue la toile de fond de cette mission économique tunisienne au Cameroun. Et voilà qui vous interpelle d'ailleurs, Monsieur le Président. Tout à fait, tout à fait. Et c'est Olivier Kingemoli qui va nous dire un mot de ce reportage. La mission économique tunisienne au Cameroun est la manifestation de la rencontre de l'expertise et du savoir-faire d'un pays d'une part et celle de la richesse d'un autre en ressources physiques et naturelles. Le président du Centre de promotion des exportations du Tunis sait en cela dire qu'il s'agit de créer des conditions pour co-investir et coproduire au bénéfice des deux pays. En tout cas, la loi relative aux incitations à l'investissement privé au Cameroun a été exhibée à la partie tunisienne, dont le message du développement du partenariat est porté par cette dame, première à occuper le stratégique portefeuille du commerce en Tunisie. Développer notre partenariat dans divers domaines, donc notamment dans le domaine de l'investissement et du commerce. Son Excellence, le ministre nous a présenté les politiques de grands chantiers de votre pays et des dispositifs qui favorisent justement l'investissement. Et nous avons aussi parlé de notre accord de libre-échange sur lequel nous travaillons depuis 2011 et pour lequel il y a eu une réunion donc, en 2012. Les échanges avec les membres du gouvernement du Cameroun sauront donner un contenu concret à ces aspirations. 25 entreprises des secteurs divers ont fait le déplacement du Cameroun à la rencontre de nouvelles opportunités d'affaires. Aujourd'hui, la Tunisie rêve d'une stabilité politique et économique pour densifier ses échanges avec l'Afrique et le Cameroun en est la porte d'entrée en cette année 2014. L'économie encore, mais autrement, le ministère des marchés publics introduit la passation des marchés par l'Internet et cela s'appelle la dématérialisation des procédures de passation des marchés. Le projet est mis sur pied au Cameroun avec l'appui de la coopération sud-coréenne et il était officiellement lancé ce mardi à Yaoundé. Et en attendant son opérationnalisation totale en 2015, on observe déjà quelques applications. Il s'agit en somme d'accroître la transparence et la célérité dans le traitement des appels d'offres et donc d'améliorer l'exécution du budget. Franklin Manatina nous en dit davantage. Fruit de la coopération réactivée entre le Cameroun et la Corée du Sud, le projet officiellement ici lancé a pour principal objectif la dématérialisation de toutes les procédures de passation des marchés au Cameroun. En clair, il s'agit d'arrimer le nouveau système des marchés publics à la modernité à travers l'option des passations en ligne. C'est un objectif de zéro corruption parce que c'est le stade de transparence le plus poussé. Donc le projet, comme vous le sentez bien, est extrêmement important pour qu'on puisse accélérer l'ensemble des procédures de passation de marché d'une part, et d'autre part avancer significativement à travers l'informatisation dans l'attribution transparente et surtout véritablement de qualité des marchés publics dans la mesure où les soumissionnaires pourront désormais avoir la possibilité de passer les marchés, de soumissionner en ligne. Option devant effectivement être opérationnelle en 2015, elle bénéficie d'un apport énorme de la partie coréenne. Apport en équipement informatique, apport en expertise technique, apport en définitive en formation des ressources humaines du ministère camerounais des marchés publics. Toutes choses qui font de ce projet, de la vie même du ministre délégué à la présidence chargée des marchés publics, pratiquement un don. Parlez-vous donc votre langue maternelle? Ce mardi 25 février était en tout cas la journée internationale consacrée à nos langues maternelles avec pour thème les langues maternelles et la science.
À Yaoundé, le ministère de l'Éducation de base était en première ligne. Les principaux acteurs ont planché sur l'apport des langues maternelles dans le système éducatif. La réflexion était menée sous la houlette du ministre Mme Youssouf Hadjidja Halim. Elle avait à ses côtés le secrétaire d'État Benoît Ndong Soumet. D'autres précisions, Valérie Haïda. 236, c'est le nombre de langues maternelles recensées au Cameroun. Une grande richesse que les enfants du pays s'évertuent à préserver sous l'encadrement de la communauté éducative. Traduction, bonjour papa et maman, nous célébrons la fête des langues. Je vous présente ma tête. Quand je serai grande, je serai enseignante. La Journée internationale de la langue maternelle donne ainsi l'occasion de relever les freins à l'insertion de ces langues dans le système scolaire. Il faut développer toute une ingénierie de la formation, une ingénierie linguistique, c'est-à-dire que les instituteurs et les institutrices qui sont sur le terrain en ce moment n'ont pas été formés pour enseigner les langues camerounaises. Il faudrait donc des recyclages pour ce personnel-là. Je pense également à tout ce qui a trait à la production des supports didactiques, aussi bien des supports numériques que des supports traditionnels, des livres. Tout cela demande énormément d'argent. Le ministre Youssouf Hadjidja Halim, son secrétaire d'État et les partenaires du gouvernement dans la promotion des langues nationales ont vécu cette célébration à travers chants, danses, sketchs et communications sur le thème de la journée. Nous restons dans le champ de l'éducation pour évoquer l'Assemblée générale des chefs d'établissement scolaires secondaires catholiques qui se tient depuis ce mardi à Yaoundé. Pendant 2 jours, les participants dresseront le bilan annuel de cet organe avant de faire des projections pour l'année 2014. Au menu également des échanges sur 2 préoccupations. Il s'agit en l'occurrence de la maîtrise du Code du travail et du dialogue interculturel dans le contexte de cet enseignement catholique. Aurélie Crescence-Mbida. C'est un forum d'apprentissage, d'encadrement, d'échange et d'évaluation qui réunit une fois par an les principaux des établissements secondaires catholiques. Ils en profitent ainsi pour faire le bilan des activités menées au cours de l'année écoulée, en vue de répondre de manière plus efficace aux exigences de l'enseignement catholique dans le contexte actuel. La maîtrise du code de travail et le dialogue interculturel dans le contexte de l'enseignement catholique sont les 2 principaux thèmes choisis cette année. Et pour cela, les attentes sont grandes. Les principaux, mes collaborateurs, qu'ils aient une bonne compréhension du code de travail et aussi qu'ils soient imprégnés vraiment de l'esprit de l'enseignement catholique qui vise à préparer l'homme pour une vie ensemble dans la communauté. L'abbé Ngoua et ses collaborateurs s'engagent cette année encore à tout mettre en œuvre pour que l'enseignement catholique soit toujours leader. Pour eux, au-delà d'éduquer, l'enseignement catholique forme des hommes afin qu'ils vivent ensemble dans la société et contribuent à la construction d'une culture de paix, de joie et de travail en commun. Allons dans la cité balnéaire. Cette bonne nouvelle pour les commerçants de Kribi dans la région du Sud. Après 4 mois d'attente, ces acteurs économiques peuvent désormais accéder aux boutiques du marché rénové. L'attribution effective des comptoirs a débuté hier lundi aux côtés des autorités administratives. Le député RDPC de l'Océan, Martin Oyono. Le reportage de Séverin Alégambélé. Objectif 78, une émission du service des nouvelles de Radio Cameroun. Réalisation Joseph Marceldi. La voix tonitruante de Joseph Marceldi s'est définitivement cassée. Le présentateur attitré du journal de 13h à Radio Cameroun a rendu l'âme ce mardi aux environs de 5h20 à l'hôpital général où il était interné. Les examens qui ont été faits ont conclu dans un premier temps que le taux de glycémie est monté à plus de 5. Et c'est par la suite, après d'autres examens, qu'il a été révélé qu'il y avait une hémorragie interne. Joseph Marceldi, pur produit de la première promotion de l'ECJ, École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, a pendant longtemps arpenté ces couloirs de la maison de la radio
Occupant les responsabilités de rédacteur en chef adjoint en 1975, sous-directeur des nouvelles entre 1977 et 1986. Nous étions collègues à la radio. Il présentait le journal de 13h, je présentais le journal de 7h. Il pouvait passer du journal parlé à l'animation. Il avait présenté Sport et Rythme. Il me remplaçait parfois pour la présentation de l'émission Radio Trottoir, à telle enseigne que quand je revenais, on disait que non, vous avez déjà eu un successeur. Nous étions, pour certains, ses fils, pour d'autres, ses petits frères. Et il nous a accueillis avec l'amabilité qui le caractérisait depuis, toujours, depuis l'époque où nous arrivions en stage ici. Il nous a fait confiance. Aux premières heures de la CRTV, il se verra confier la responsabilité des directeurs des nouvelles. Directeur de l'information aujourd'hui, responsabilité qu'il a assumée avec beaucoup de satisfaction. J'avoue que c'était un homme de compromis, un monsieur sans histoire et sans problème, qui respectait, appliquait volontiers les instructions qu'on pouvait lui donner, d'autant que cette période était très délicate. Avant de prendre sa retraite, Joseph Marcel Ndi était directeur du journal officiel. Les promotions de l'ESTI qu'il a formées entre 1990 et 1999 se souviendront pendant longtemps de sa rigueur et de sa prestance professionnelle. Toutes nos excuses pour cette confusion, un allégat pouvant en cacher un autre. Nous nous excusons grandement, c'était là l'évocation de la mémoire de notre collègue aîné, Joseph Marcel Ndi, l'une des icônes du journalisme au Cameroun, qui est décédé ce mardi matin à l'hôpital général de Yaoundé des suites de maladie. Il était âgé de 69 ans. Ce virtuose du microphone était de la toute première promotion de l'ECJ-Paul, l'école supérieure internationale de journalisme de Yaoundé. Il en est sorti en 1973. Paul. Et il faut ajouter que Joseph Marcel Ndi était présentateur vedette du journal parlé de 13h à Radio Cameroun dans les années 80. Il a certainement marqué des générations d'auditeurs, mais aussi de collègues, comme vous avez dû le constater dans ce reportage qui est signé Séverin Alega Mbele. Eh bien, nous parlons d'autre chose, Adèle. Cet avertissement d'un argentier, la zone franc n'est pas une zone de préférence pour les blanchiments d'argent. Parole du vice-gouverneur de la BR, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale. Tahir Hamid Nguilin présidait vendredi dernier à Yaoundé les travaux du comité de liaison anti-blanchiment de la zone franc. Les participants, une cinquantaine au total, ont évalué la situation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les unions économiques et monétaires de la zone franc et bien sûr des Comores. Reportage Adrien Babaïgué. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constituent de nos jours des sujets de grande préoccupation à l'échelle mondiale. Le phénomène est pour l'instant sous contrôle dans la zone franc et les Comores. C'est grâce à la maîtrise des pratiques des blanchisseurs de capitaux. Les blanchisseurs, ils ont plusieurs méthodes pour la création des sociétés écrans. Ils ont des méthodes de blanchiment dans l'immobilier, blanchiment par les transferts, en découpant les petits transferts. La première rencontre annuelle pour l'exercice 2014 du comité de liaison anti-blanchiment de la zone franc a regroupé près de 40 participants à Yaoundé. Des représentants de la CEMAC, de l'UEMOA, de la COBAC, de la BEAC, de la Banque de France, ainsi que les directeurs généraux des agences nationales d'investigation financière de la CEMAC. Ils ont passé en revue l'évolution législative et réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux au sein des pays membres. Par la suite, ils ont proposé des mesures visant à mieux contrôler la traçabilité des transactions financières. Nous arriverons progressivement, d'ici 2 ans, à ce que tous les comptes dans notre zone, et y compris auprès des banques et des microfinances, puissent être des comptes retracés, la photo, l'image, l'empreinte, la biométrie complète. Le comité de liaison anti-blanchiment de la zone franc a vu le jour en 2001 avec pour objectif de lutter efficacement contre le phénomène du blanchiment et le financement du terrorisme au sein des pays membres. La Banque des États de l'Afrique centrale assure la présidence du comité en 2014. Nous irons à Kribi une autre fois avec Séverin Alega Mbele. Direction à présent la Centrafrique. Nous allons faire le point de la contribution des forces camerounaises à la pacification de ce pays voisin.
La MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, compte 1000 soldats camerounais. Plus encore, la MISCA est elle-même placée sous le commandement du général camerounais Martin Toumenta. Entre la traque des milices, les opérations de désarmement, la sécurisation de l'axe principal Garoua-Boulaye-Bangui, voici le quotidien de la MISCA sur des images commentées par Lucrèce Medoundjemba. Ils sont véritablement au front, ces éléments camerounais de la MISCA. Ils tirent sur tout ce qui constitue une menace ou une entrave à la paix en RCA. En fait, dès les premières heures de la crise centrafricaine, le Cameroun n'a ménagé ni ses hommes, ni sa logistique pour amener la sécurité dans ce pays voisin. Le Cameroun déploie en Centrafrique environ 800 hommes. Il y a les troupes militaires et puis il y a les troupes de l'UPC, unité de police constituée. Nous sommes responsables du premier secteur opérationnel qui va de la frontière du Cameroun avec le Tchad jusqu'à Gamboula à l'extrême sud. Ça, c'est les troupes combattantes. Les troupes de la police se trouvent toutes à Bangui. En termes de transport de troupes, le Cameroun engage environ 20 grands porteurs. Les Toyota Land Cruiser BJ, et nous en avons une trentaine actuellement sur le terrain. Et ce n'est certainement pas le fait du hasard si c'est un Camerounais qui a été porté à la tête de la MISCA. Quoi qu'il en soit, nos compatriotes sont à la manœuvre. Tenez, ce sont des gendarmes camerounais qui ont lancé l'assaut dans ces quartiers de Bangui pris au piège par des anti-Balaka, avec à la clé des arrestations. Plus encore, ce sont nos éléments qui ont rétabli la sécurité sur l'axe Garoua-Boulaye-Bangui. Les rebelles qui y semaient terreur et désolation ont été délogés. Désormais escortés par la MISCA, les transporteurs ravitaillent à nouveau Bangui après plus de 2 mois de stationnement à Garoua-Boulaye au Cameroun. Et lorsqu'il s'est agi de sortir 2400 Camerounais résidant hors de Bangui des griffes des chefs de guerre, ce sont encore les militaires camerounais en majorité qui ont accompli la mission par route avec honneur. On était déjà hors de nos frontières, Paul. On va plus loin encore, d'autres nouvelles internationales donc. Et nous parlons des réfugiés palestiniens, victimes collatérales de la crise syrienne. Ils sont environ 20 000 personnes affamées et privées de soins dans un camp assiégé non loin de la capitale, Damas. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés vole ainsi au secours des Palestiniens, mais l'aide alimentaire s'avère insignifiante au regard des besoins des populations sinistrées. La semaine dernière, plus de 3000 réfugiés palestiniens ont été évacués de ce camp où le calvaire a atteint des proportions inquiétantes. Le récit de Alain Chemali de l'AITV. Après une interruption de plus de 10 jours, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a enfin reçu l'autorisation du régime syrien d'approvisionner les réfugiés palestiniens du camp de Yarmouk dans la grande banlieue de Damas. Sur place, les responsables de l'opération ont retrouvé une population littéralement brisée. Assiégés et affamés depuis des mois, des milliers de femmes, d'enfants et de vieillards ont survécu en mangeant de l'herbe, des chiens et des chats. Ils sont aujourd'hui réduits à attendre l'arrivée d'une aide alimentaire toujours insuffisante. Ce qui est important maintenant est que l'accès que nous avons aux gens devienne quotidien et qu'il soit simplifié afin que nous puissions progressivement élargir nos recherches. Parce qu'il y a des milliers de personnes à l'intérieur qui n'ont toujours pas reçu d'assistance. Selon la journaliste de la BBC qui a pu pénétrer dans l'enceinte du camp, une 60aine de rations ont été distribuées, alors qu'une population de 20 000 personnes continue de survivre dans ce décor apocalyptique. La semaine dernière, nous avons réussi à distribuer plus de 7000 rations à quelques 7000 familles et nous avons pu évacuer 3250 personnes âgées ou malades. Outre la faim et les problèmes de santé qu'elle induit, les Palestiniens sont dans un état d'effondrement psychique impressionnant. Comme cette femme que son père a pu venir retrouver à Yarmouk après 1 an de séparation, ou cet enfant qui pensait pouvoir témoigner courageusement de la situation et qui finit par laisser éclater une infinie tristesse. Un mot de sport, Adèle. Et juste pour annoncer que nous sommes bien sûr en route pour Brésil 2014. Eh bien, le stage de footballeurs locaux pour Brésil 2014 s'est donc poursuivi ce mardi à huis clos au centre d'excellence de la CAF à Bancomo.
2 séances d'entraînement étaient au menu de cette deuxième journée du stage de détection des talents locaux. Par ailleurs, la publication de la liste des joueurs retenus pour le match amical Portugal-Cameroun du 5 mars prochain à l'ERA est annoncée pour jeudi prochain. Bientôt la fin du journal, l'essentiel à retenir, Adèle. L'audience du président de la République à l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun, c'était ce mardi au Palais de l'Unité. Paul Biya et son hôte ont passé en revue la coopération Russie-Cameroun. Le Palais des Congrès de Yaoundé, tout à côté, abrite le Congrès international sur le diabète dès ce soir, avant d'être le théâtre dès demain mercredi de la cérémonie de dédicace de l'ouvrage sans proposition du JICAM pour l'émergence du Cameroun. Et on avait sur ce plateau il y a quelques instants le président du JICAM, André Fotso, pour annoncer cette cérémonie-là. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la CRTV. À demain, 20h30. Bonsoir Adèle. Bonsoir Paul, à demain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet après-midi, la canicule a encore fait parler d'elle, avec surtout des poches de chaleur dans tout le septentrion. Presque partout, un temps très chaud et sec a prévalu. Seuls quelques petits nuages faiblement chargés ont essayé de précipiter par endroits dans le sud-ouest. La brume sèche légère s'est déployée de l'extrême nord au sud. Cette nuit, la direction météorologique du Cameroun prévoit des formations nuageuses instables qui se désagrégeront en mouillant par endroits la bande sud